Tout le monde dans le manoir mourait de peur de l'épouse du millionnaire. Personne n'osait l'affronter. Les employés pleuraient en silence pendant qu'elle contrôlait tout par la manipulation et la cruauté. Mais tout a commencé à changer le jour où une simple femme de ménage est apparue dans cette maison. Si cette belle histoire de dépassement de soi et d'amour vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. L'hôtel particulier s'élevait, imposant, au cœur du 16e arrondissement de Paris, comme une forteresse de pierre claire et d'immenses fenêtres qui reflétaient le soleil de l'après-midi. Entourée de hauts murs couverts de lierre parfaitement taillés, la propriété occupait un pâté de maisons entier et semblait suspendue dans le temps, indifférente au bruit de la ville qui pulsait de l'autre côté des grilles en fer forgé. Des jardins impeccables, des fontaines en marbre et un garage abritant des voitures de luxe composaient un décor de richesse absolue. Mais ceux qui connaissaient cet endroit de près savaient que derrière la beauté architecturale et le luxe évident, il y avait quelque chose qui rendait l'air plus lourd et le silence plus inconfortable. Clara serrait la bandoulière de son sac avec force en franchissant le portail latéral pour la première fois. Elle avait 32 ans, des cheveux châtains lisses qui tombaient sur ses épaules et des yeux attentifs qui captaient chaque détail autour d'elle. Elle portait un uniforme simple et discret, comme toutes les autres employées de la maison, mais elle portait sur son dos un poids invisible que personne ici ne pouvait imaginer. Elle n'était pas dans ce manoir seulement pour nettoyer des sols en marbre ou organiser de la vaisselle fine. Elle avait un but bien plus grand, une mission qu'elle avait assumée après des mois à planifier chaque étape. Et maintenant, enfin, elle était à l'intérieur. La gouvernante qui l'accueillit à l'entrée de service était une femme d'une 60aine d'années, mince et courbée comme si le poids de années de travail avait façonné son corps. Madame Sophie avait des yeux fatigués et un sourire qui ne parvenait jamais à s'épanouir totalement. Elle parlait bas, presque en murmurant, tout en montrant les pièces et en expliquant les règles de la maison. Clara remarqua immédiatement que la femme évitait de faire du bruit, comme si le simple fait de marcher pouvait réveiller quelque chose de dangereux. Silence. Propreté impeccable. Aucun objet déplacé. Aucun bruit inutile. C'étaient les premières règles que Madame Sophie répétait d'une voix étranglée. Clara écoutait attentivement, posant des questions discrètes et observant chaque réaction de la gouvernante. Il y avait de la peur dans ses yeux, une peur véritable. Ce n'était pas seulement la nervosité de quelqu'un qui craint de perdre son emploi, c'était quelque chose de plus profond, comme si la femme vivait au bord d'un abîme invisible. Alors qu'elle suivait les larges couloirs décorés de tableaux coûteux et de meubles en bois noble, Clara sentait l'ambiance du manoir l'envelopper comme une brume froide. Tout était trop parfait. Chaque coussin, chaque vase, chaque rideau semblait avoir été positionné avec une précision millimétrique. Il n'y avait pas de vie dans cet endroit. Pas de chaleur humaine. C'était comme si la maison ne respirait que l'air contrôlé de celle qui la commandait. La patronne n'était pas encore apparue. Madame Sophie mentionnait son nom avec révérence et prudence, baissant toujours le ton de sa voix en prononçant Bérénice. Elle racontait que la maîtresse de maison avait des routines spécifiques, des horaires rigides et des attentes extrêmement élevées. Toute erreur, aussi petite soit-elle, pouvait entraîner des conséquences sévères. Clara demanda avec naturel si Madame Sophie travaillait ici depuis longtemps. La réponse fut accompagnée d'un lourd soupir. 15 ans. 15 ans à servir cette famille, à voir des employés arriver et disparaître sans explication, témoignant de changements silencieux que personne n'osait remettre en question. Madame Sophie n'entrait pas dans les détails, mais le poids des mots non dits restait suspendu dans l'air. Clara sentit qu'elle était au bon endroit. Quelque chose n'allait pas dans cette maison, et elle était déterminée à découvrir quoi. La première rencontre avec Bérénice eut lieu le lendemain matin. Clara organisait la bibliothèque, quand elle entendit des pas fermes descendre l'escalier de marbre. Elle se tourna discrètement et vit une femme d'environ 40 ans, grande, élégante, avec des cheveux blonds parfaitement brossés et une robe beige qui coûtait plus cher que ce que Clara gagnerait en une année entière. Bérénice avait un beau visage, des traits délicats et un sourire qui pourrait tromper n'importe qui. Mais les yeux étaient différents, froids, calculateurs, comme s'ils étaient toujours en train d'évaluer, de mesurer, de juger. Elle salua Clara avec une politesse exagérée, posant des questions sur son expérience passée et complimentant le rangement de la bibliothèque. La voix était douce, presque maternelle,
Mais Clara remarqua quelque chose de perturbant. Tout en lui parlant, Bérénice gardait le regard fixe, sans ciller, comme si elle lisait chaque pensée cachée. C'était un regard qui envahissait, qui dépouillait toute tentative de protection. Clara lui rendit son sourire, la remercia pour les compliments et répondit avec une humilité étudiée. Mais intérieurement, son cœur s'accéléra. Elle était devant la personne que tous craignaient, et elle comprenait maintenant pourquoi. Les jours suivants, Clara se mit à observer la dynamique de la maison avec une attention minutieuse. Elle remarquait comment les employés se déplaçaient comme des ombres, évitant de croiser Bérénice dans les couloirs. Elle notait comment le silence s'intensifiait lorsqu'elle entrait dans une pièce. Elle voyait comment Madame Sophie tremblait en étant appelée pour des entretiens privés dans le bureau de la patronne. Et elle commença à identifier un schéma terrifiant. L'humiliation était constante, mais jamais scandaleuse. Bérénice ne criait jamais. Elle n'en avait pas besoin. Son arme était la parole acérée, le commentaire empoisonné déguisé en inquiétude, la critique qui détruisait de l'intérieur. Un verre mal positionné sur la table à manger générait une réprimande de 15 minutes sur l'incompétence et le manque de respect. Un tapis avec une infime trace de saleté se transformait en preuve de négligence et d'irresponsabilité. Chaque erreur, réelle ou inventée, était utilisée pour rappeler aux employés qu'ils étaient remplaçables, jetables, indignes de confiance. Clara fut témoin d'une scène qui la glaça. Madame Sophie avait préparé un dîner spécial et commis une erreur dans l'assaisonnement de la viande. Bérénice appela tous les employés dans la salle à manger et, devant tout le monde, força la gouvernante à goûter le plat tout en décrivant chaque défaut avec des détails cruels. L'humiliation dura 10 minutes. Madame Sophie pleura en silence, demandant pardon à plusieurs reprises, tandis que les autres employés regardèrent le sol, soulagés de ne pas être la cible cette fois-ci. Mais ce qui choqua le plus Clara fut ce qui se passa ensuite. Quand le mari de Bérénice rentra à la maison ce soir-là, elle se transforma complètement. Elle sourit, embrassa Julien avec tendresse, complimenta le dîner que Madame Sophie avait préparé et se comporta comme l'épouse parfaite. Julien était un homme de 50 ans, les cheveux grisonnants, les épaules voûtées par la fatigue. Il semblait épuisé, distant, comme s'il vivait dans un monde parallèle au sein de sa propre maison. Il sourit à Bérénice avec gratitude, lui tint la main avec affection et ne remarqua rien de ce qui s'était passé quelques heures plus tôt. Clara comprit à ce moment-là qu'elle faisait face à une actrice. Bérénice savait exactement comment se comporter dans chaque situation, comment manipuler les perceptions et construire des réalités différentes pour différentes personnes. Devant son mari, elle était l'épouse dévouée. En son absence, elle devenait la tyran que tout le monde craignait. Et le plus effrayant était que personne dans cette maison n'avait le courage de dire la vérité à Julien. Pendant la nuit, alors qu'elle se reposait dans la petite chambre qui lui avait été assignée à l'arrière de la propriété, Clara réfléchit à ce qu'elle avait découvert jusque-là. Elle pensa à la raison qui l'avait amenée dans ce manoir. Elle pensa à la famille de Julien, qui essayait depuis des années de se rapprocher de lui sans succès. Elle pensa aux amitiés rompues, aux engagements annulés, à l'isolement croissant d'un homme qui était autrefois sociable et généreux. Et maintenant, elle comprenait comment tout cela avait été construit. Bérénice n'avait pas seulement conquis Julien, elle l'avait encerclé, isolé et transformé en prisonnier émotionnel dans sa propre maison. Et elle le faisait avec tant de subtilité, avec tant de précision que personne de l'extérieur ne s'en apercevrait jamais. Pour la société, Bérénice était l'épouse exemplaire. Pour ceux qui vivaient sous le même toit, elle était la personnification de la peur. Clara savait qu'elle avait besoin de preuves. Témoigner ne suffisait pas. Elle devait trouver quelque chose de concret qui révélerait qui était réellement Bérénice. Et elle était certaine que ses secrets étaient cachés quelque part dans ce manoir. Le lendemain matin, alors qu'elle nettoyait le hall d'entrée, Clara entendit une voix fragile venant de l'étage. C'était Madame Madeleine, la grand-mère de Julien, une dame de 83 ans qui vivait dans l'aile est de la maison. Clara avait entendu parler d'elle, mais ne l'avait pas encore rencontrée personnellement. Madame Sophie avait mentionné que la vieille dame avait une santé fragile et passait la majeure partie de son temps dans sa chambre. Curieuse, Clara monta les escaliers silencieusement et trouva Madame Madeleine assise dans un fauteuil près de la fenêtre, regardant les jardins avec une expression distante. La dame avait des cheveux blancs attachés en chignon, des rides profondes qui racontaient l'histoire d'une longue vie et des yeux qui, malgré l'âge, brillaient encore de lucidité. Lorsqu'elle remarqua la présence de Clara, Madame Madeleine sourit avec gentillesse
et lui fit signe d'approcher. Elles discutèrent brièvement. La vieille dame posa des questions sur la nouvelle employée, commenta le temps et complimenta les jardins qu'elle pouvait voir de sa fenêtre. Mais soudain, son expression changea. Elle devint sérieuse, presque effrayée, et serra la main de Clara avec une force surprenante. « Méfie-toi d'elle », murmura la dame. Madame Madeleine ne mentionna pas de nom, mais Clara comprit parfaitement. La grand-mère de Julien savait quelque chose. Elle avait vu quelque chose, et elle essayait de l'alerter. Avant qu'elle ne puisse en demander plus, elles entendirent des pas approcher. Bérénice apparut à la porte de la chambre avec un sourire poli et un plateau de médicaments. Elle salua Clara avec une fausse cordialité et lui demanda de retourner à ses fonctions. En descendant les escaliers, Clara regarda en arrière et vit Bérénice donner plusieurs comprimés à Madame Madeleine, qui les acceptait avec résignation. Cette nuit-là, Clara ne put dormir. Allongée dans le lit étroit de la chambre de service, elle écoutait les sons lointains du manoir, le grincement d'une porte, des pas étouffés par la moquette, le vent frappant contre les fenêtres. Elle pensait à Madame Madeleine, à ce regard effrayé et à l'avertissement murmuré. Elle pensait à Madame Sophie, courbée par le poids de 15 ans d'humiliation silencieuse. Elle pensait à Julien, un homme qui semblait vivre comme un fantôme dans sa propre maison, isolé de tout et de tous ceux qu'il avait aimés un jour. Et elle se demandait combien de temps elle serait encore capable de soutenir cette farce. Combien de temps pourrait-elle feindre de n'être qu'une femme de ménage effrayée de plus, la tête basse, attendant des ordres et évitant les problèmes? Combien de temps avant que Bérénice ne commence à soupçonner, à enquêter, à découvrir les fissures dans l'histoire que Clara avait construite pour entrer dans cette maison? Elle se leva du lit et marcha jusqu'à la petite fenêtre qui donnait sur les jardins arrière. La lune éclairait les arbres parfaitement taillés, les fleurs organisées en parterre géométrique, le chemin de pierre qui menait à la piscine couverte. Tout était si beau, tout était si parfait, tout était si faux. Clara appuya son front contre la vitre froide et ferma les yeux. Elle se souvint du jour où elle avait reçu l'appel qui avait tout changé. C'était la sœur de Julien, Valérie, une femme désespérée qui n'avait pas vu son frère depuis presque 3 ans. Elle racontait, d'une voix étranglée, comment Julien s'était progressivement éloigné de la famille, annulant les déjeuners, ignorant les anniversaires, inventant des excuses de plus en plus fragiles. Au début, tous pensaient que c'était juste le stress du travail ou l'adaptation au mariage. Mais avec le temps, ils comprirent que quelque chose n'allait vraiment pas. Les appels de Julien devinrent de plus en plus rares et contrôlés. Quand il répondait, il semblait fatigué, distant, comme s'il lisait un script répété. Il disait toujours du bien de Bérénice, louait son dévouement, la remerciait pour ses soins. Mais il ne posait jamais de questions sur la famille. Il ne montrait jamais d'intérêt à les voir. C'était comme s'il avait été effacé de l'intérieur, transformé en une version vide de lui-même. La famille avait tout essayé. Ils avaient visité le manoir, mais Bérénice les recevait toujours avec une politesse excessive et trouvait des motifs pour écourter les visites. Julien était fatigué. Il avait des réunions importantes. Il ne se sentait pas bien. Il y avait toujours une excuse. Et quand il parvenait enfin à lui parler seul pendant quelques minutes, il remarquait à quel point il avait changé. Les épaules voûtées, le regard sans éclat, la voix monotone. C'était comme s'il vivait dans un état permanent d'épuisement. C'est alors que la sœur de Julien décida d'engager quelqu'un pour enquêter. Elle devait comprendre ce qui se passait à l'intérieur de ce manoir. Elle avait besoin de preuves pour montrer à son frère qu'il était manipulé. Et Clara, avec son expérience discrète et sa capacité à passer inaperçue, fut la personne choisie pour cette mission. Clara ouvrit les yeux et regarda à nouveau les jardins éclairés par la lune. Elle savait qu'elle avait accepté ce travail non seulement pour l'argent, mais parce que l'histoire de Julien faisait écho à quelque chose dans sa propre vie. Elle aussi connaissait la sensation d'être prise dans une toile invisible. Elle aussi savait ce que c'était de vivre sous le contrôle de quelqu'un qui utilisait les mots comme des armes et transformait l'affection en chaîne. Et elle avait ses propres secrets gardés avec soin, des secrets que personne dans cette maison ne pouvait découvrir. Car si Bérénice découvrait qui était réellement Clara, si elle dévoilait les couches de mensonges qui l'avaient amenée jusqu'ici, la guerre silencieuse qui avait commencé dans ce manoir se transformerait en quelque chose de bien plus dangereux. Clara toucha ses cheveux avec ses doigts, sentant la texture familière sous ses phalanges. Personne ici ne savait que ces mèches n'étaient pas les siennes. Personne n'imaginait ce qu'elle cachait sous cette apparence commune. Et tant que ce secret resterait protégé,
elle aurait une chance d'accomplir sa mission. Elle retourna au lit et remonta la couverture jusqu'à son menton. Demain serait un autre jour d'observation, un autre jour de faux semblants, un autre jour à se déplacer dans les ombres de ce luxueux manoir. Elle devait être patiente, elle devait être prudente, car elle savait que Bérénice n'était pas seulement cruelle. Elle était intelligente, calculatrice et dangereuse, et Clara était absolument certaine que, quelque part dans cette maison, existaient des secrets bien plus grands que ce que quiconque pouvait imaginer. Des secrets qui expliqueraient non seulement ce qui arrivait à Julien, mais révéleraient peut-être un schéma bien plus sombre. Pour l'instant, elle devait continuer à être invisible, observer chaque mouvement, écouter chaque conversation, rassembler chaque fragment de vérité caché entre ces murs couverts de tableaux coûteux et de tapis persans. Car Clara n'était pas seulement une employée temporaire, elle n'était pas seulement une enquêtrice engagée, elle était quelqu'un qui comprenait parfaitement ce que signifiait vivre dans la peur, quelqu'un qui connaissait la douleur de porter de lourds secrets, quelqu'un qui savait exactement ce que l'on ressentait en se sentant petit face à un pouvoir invisible. Et cette compréhension profonde, cette empathie née d'expériences douloureuses, était précisément ce qui faisait d'elle la personne idéale pour affronter Bérénice. Car pour vaincre un prédateur, il faut parfois connaître la sensation d'avoir été chassé. Clara ferma les yeux et essaya de dormir, sachant que les jours suivants apporteraient des révélations troublantes. Elle savait qu'elle entrait en territoire dangereux, où chaque pas devait être calculé et chaque mot pesé avec soin. Mais elle ne reculerait pas, elle ne le pouvait pas. Car maintenant qu'elle avait vu la peur dans les yeux de Madame Sophie, entendu l'alerte désespérée de Madame Madeleine et perçu la solitude profonde de Julien, elle se sentait responsable de tous. Et elle ne quitterait pas ce manoir avant d'avoir réussi à libérer chaque personne prise dans cette toile de manipulation, même si cela signifiait exposer ses propres secrets, même si cela signifiait affronter ses propres peurs. Car parfois, pensa Clara, avant de s'endormir enfin, la seule façon de sauver les autres est d'abord de trouver le courage de se sauver soi-même. Les jours suivants apportèrent des révélations que Clara ne s'attendait pas à trouver si tôt. La routine du manoir suivait un schéma rigide et prévisible, mais c'était précisément dans les petits écarts, dans les exceptions calculées, que la véritable nature de Bérénice se révélait avec une clarté perturbante. Clara apprit rapidement que le jeudi était le jour où Julien partait pour des réunions à son bureau et ne rentrait qu'en fin d'après-midi. C'était ces jours-là que Bérénice se lâchait complètement, sans avoir besoin de maintenir son masque d'épouse dévouée. Et ce fut un jeudi pluvieux de mai que Clara fut témoin de quelque chose qui lui fit comprendre la dimension réelle du contrôle exercé dans cette maison. La cuisinière, une femme nommée Martine, qui travaillait là depuis 8 ans, avait préparé le petit déjeuner avec le même soin que d'habitude. Tout était impeccable. Les fruits coupés en forme délicate, les pains tout chauds, le jus pressé à la minute. Mais quand Bérénice descendit pour prendre son café, elle prit une tartine, l'examina quelques secondes et la jeta simplement à la poubelle. Puis elle regarda Martine avec ce sourire froid que Clara avait déjà appris à reconnaître. « Elle est brûlée », dit Bérénice d'une voix calme. Martine essaya d'expliquer qu'elle l'avait grillée exactement au point que la patronne demandait toujours, mais elle fut interrompue d'un geste de la main. Bérénice ne voulait pas d'explication. Elle voulait de la soumission. Et elle passa les 10 minutes suivantes à décrire, avec des détails douloureux, comment Martine devenait vieille, lente et négligente. Comment il était peut-être temps d'engager quelqu'un de plus jeune, de plus attentif, de plus compétent. Clara observait tout depuis la pièce d'à côté, feignant de ranger les étagères. Elle vit les larmes silencieuses couler sur le visage de Martine. Elle vit comment la cuisinière se courbait encore plus, demandant pardon à plusieurs reprises, promettant de faire mieux. Et elle vit, avec une clarté terrifiante, comment Bérénice semblait se nourrir de cette douleur, comme si l'humiliation d'autrui lui donnait de l'énergie. Quand Martine retourna à la cuisine, anéantie, Bérénice prit simplement une autre tartine, la mangea tranquillement et continua sa journée. Comme si de rien n'était. Comme si détruire quelqu'un émotionnellement n'était qu'une tâche matinale de plus. Clara sentit la colère monter dans sa gorge, mais elle se contrôla. Elle ne pouvait pas réagir. Elle ne pouvait pas s'exposer. Pas encore. Elle devait comprendre complètement le système avant de tenter de le démonter. Et plus elle observait, plus elle réalisait que Bérénice n'agissait pas par impulsion. Chaque attaque était calculée. Chaque humiliation avait un but spécifique. Cet après-midi-là,
Alors qu'elle nettoyait le bureau de Julien, Clara trouva quelque chose d'intéressant. De vieilles photographies gardées dans un tiroir peu utilisé. C'étaient des images d'une époque différente, quand Julien souriait encore avec les yeux, quand il avait des amis autour de lui, quand il semblait vraiment vivant. Il y avait des photos de lui avec sa famille, lors de fêtes, en voyage. Et sur aucune d'elles, Bérénice n'apparaissait. Clara prit une photographie spécifique qui attira son attention. Julien était aux côtés d'un homme du même âge, tous deux souriant largement, les bras sur les épaules l'un de l'autre. Au dos était écrit « Thierry et moi, Saint-Tropez, 2015 ». L'écriture était celle de Julien, décontractée et heureuse. Clara mémorisa ce nom, Thierry, un ami proche qui apparemment ne faisait plus partie de la vie de Julien. Elle continua ses recherches discrètement. Elle trouva un vieil agenda d'il y a 2 ans, rempli de rendez-vous sociaux, de dîners, de rencontres d'affaires. L'écriture de Julien remplissait les pages avec enthousiasme. Mais ensuite, graduellement, les rendez-vous commençaient à être rayés. Des annulations suivies d'excuses notées en marge. Mal de tête. Bérénice ne se sent pas bien. Je dois rester à la maison, trop fatiguée. Et puis, dans le dernier tiers de l'agenda, les pages devenaient pratiquement vides, comme si la vie sociale de Julien avait été complètement effacée. Clara referma le tiroir avec précaution et ressentit un pincement au cœur. Elle voyait, documenté sur papier, le processus d'isolement d'un homme. Plus tard ce jour-là, alors qu'elle rangeait les vêtements dans le dressing du couple, Clara entendit des voix venant de la chambre. Bérénice était au téléphone, et au ton de sa voix, elle ne s'attendait pas à être entendue. Clara resta immobile derrière la porte entr'ouverte, retenant sa respiration. « Il ne s'en rend même pas compte », disait Bérénice avec un rire bas. « Il pense que c'était son idée, qu'il a choisi de s'éloigner, pauvre Julien. Si intelligent pour les affaires, si naïf pour tout le reste. » La voix de l'autre côté était inaudible, mais Bérénice continua. « Ne t'inquiète pas, je sais exactement ce que je fais. Chaque personne qu'il aimait a été écartée avec soin, chaque amitié a été empoisonnée peu à peu, et il croit que tout le monde l'a abandonné, qu'il ne reste plus que moi. » Clara sentit son cœur s'emballer. Elle entendait une confession, un aveu clair et froid de manipulation systématique. Elle voulut enregistrer, témoigner, mais elle savait qu'elle ne le pouvait pas. Le moindre mouvement serait détecté. Alors elle resta immobile, écoutant chaque mot avec une attention absolue. Bérénice mit fin à l'appel et sortit de la chambre. Clara attendit quelques minutes avant de bouger, respirant profondément pour calmer ses nerfs. Maintenant, elle était sûre. Julien ne s'était pas éloigné de sa famille par choix. Il avait été délibérément isolé, et Bérénice ne se contentait pas de le permettre. Elle orchestrait tout. Cette nuit-là, Clara chercha Madame Madeleine. Elle savait que la vieille dame avait des informations importantes, mais elle devait la trouver à un moment où Bérénice n'était pas dans les parages. Elle trouva l'opportunité quand la patronne sortit pour un gala de charité près de la place Vendôme. Elle monta jusqu'à la chambre de Madame Madeleine et frappa doucement à la porte. La dame la reçut avec un sourire fatigué et lui fit signe d'entrer. La chambre était confortable, décorée de meubles anciens et de photographies de famille. Clara reconnut Julien sur plusieurs d'entre elles, toujours souriant, toujours entouré de monde. Elles s'assirent ensemble près de la fenêtre. Madame Madeleine prit la main de Clara et la regarda dans les yeux avec une intensité surprenante. « Je sais que tu n'es pas seulement une femme de ménage, » dit la dame d'une voix faible mais ferme. « Je le vois. Tu cherches quelque chose. Tu essaies de comprendre. » Clara ne nia pas. Elle acquiesça lentement et demanda si Madame Madeleine pouvait lui raconter ce qu'elle savait. La dame ferma les yeux un instant, comme si elle rassemblait ses forces pour parler de quelque chose de douloureux. « Quand Bérénice est arrivée dans nos vies, il y a 4 ans, Julien était vulnérable, » commença Madame Madeleine. « Il venait de perdre un gros contrat. Il était découragé, il avait besoin de soutien. Elle est apparue comme un ange, belle, attentionnée, intéressée. Elle a conquis Julien en quelques semaines, et nous, naïfs, avons pensé que c'était un amour véritable. » La vieille dame ouvrit les yeux et regarda les photographies sur le mur. « Mais j'ai vite compris que quelque chose n'allait pas, de petites choses. Elle trouvait toujours des motifs pour que Julien ne rende pas visite à sa famille. Elle avait toujours des migraines quand nous organisions des dîners. Elle inventait toujours des engagements quand nous planifions des voyages ensemble. Et Julien, amoureux et aveugle, acceptait tout. » Madame Madeleine raconta comment Bérénice commença à semer des graines de méfiance, des commentaires subtils sur les membres de la famille.
des insinuations sur les intentions des amis de Julien, des suggestions selon lesquelles tout le monde n'en voulait qu'à son argent, à son influence. Et Julien, fragilisé et manipulé, commença à y croire. « J'ai essayé de l'alerter », continua la dame d'une voix étranglée. « Mais Bérénice est très intelligente. Elle a transformé mon inquiétude en jalousie. Elle a fait croire à Julien que je n'acceptais pas le mariage parce que je voulais le contrôler. Et quand j'ai insisté, elle a suggéré que je perdais la tête, que l'âge me rendait paranoïaque. » Clara serra la main de la vieille dame. Elle l'interrogea sur les médicaments qu'elle voyait Bérénice lui donner chaque jour. La dame soupira profondément. « Il y en a beaucoup. Plus que ce que le médecin a prescrit. Chaque fois que je pose des questions, elle dit que c'est une nouvelle directive, qu'elle a parlé au médecin. Mais je me sens de plus en plus confuse, plus fatiguée. Parfois, j'ai du mal à me souvenir des choses. Et quand j'essaie de dire quelque chose d'important à Julien, on dirait que les mots ne sortent pas correctement. » Clara sentit la colère croître à nouveau. Bérénice n'isolait pas seulement Julien. Elle neutralisait la seule personne dans la maison qui pouvait révéler la vérité. Elle utilisait des médicaments pour embrouiller Madame Madeleine, pour faire d'elle un témoin peu fiable. Elle demanda si la dame se souvenait de quelque chose de spécifique que Bérénice aurait fait ou dit. Madame Madeleine réfléchit un instant, puis ses yeux s'écarquillèrent, comme si un souvenir oublié avait ressurgi. « Une nuit, il y a quelques mois, je me suis réveillée de bon matin et j'ai entendu des voix venant de la cuisine. Je suis descendue doucement et j'ai vu Bérénice manipuler quelque chose. Quand elle a remarqué ma présence, elle l'a cachée rapidement et a souri. Elle a dit qu'elle préparait une tisane pour Julien, qu'il avait du mal à dormir. Mais l'expression sur son visage... Clara, je n'ai jamais vu quelqu'un regarder comme ça. Elle semblait heureuse de préparer quelque chose pour lui. Clara sentit un froid dans le dos. Elle demanda si Julien avait pris cette tisane. Madame Madeleine acquiesça, expliquant que le lendemain, il était particulièrement fatigué, confus, incapable de se concentrer sur des réunions importantes. C'était la première fois qu'il annulait des rendez-vous de travail, se souvint la dame, et après cela, c'est arrivé plus souvent. Chaque fois que Bérénice préparait ses tisanes spéciales, Julien restait épuisé pendant des jours, et elle disait à tout le monde qu'il était stressé, qu'il avait besoin de repos, qu'il ne fallait pas le déranger. Clara avait besoin de preuves. Elle avait besoin de quelque chose de concret qui lie Bérénice à une manipulation plus profonde. Et elle savait que ces preuves étaient cachées quelque part dans le manoir. Elle remercia Madame Madeleine et promit qu'elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour aider. La vieille dame serra sa main avec force et murmura un dernier avertissement. « Fais attention, Clara. Elle est dangereuse d'une manière que tu ne comprends pas encore complètement. Elle n'est pas seulement cruelle, elle est patiente, méticuleuse, et quand elle découvre que quelqu'un est contre elle, elle ne réagit pas par la colère, elle réagit par un plan, et ces plans sont toujours dévastateurs. » Clara retourna dans sa chambre, l'esprit en ébullition. Elle savait qu'elle devait agir rapidement, mais avec une extrême prudence. Bérénice était déjà assez suspecte. Le moindre faux pas pourrait détruire toute l'enquête. Elle s'allongea sur le lit et repensa à tout ce qu'elle avait découvert. L'isolement systématique de Julien, la neutralisation de Madame Madeleine, les tisanes mystérieuses, et cette conversation téléphonique où Bérénice admettait, avec une froideur terrifiante, manipuler tout le monde. Mais quelque chose ne collait pas encore. Pourquoi? Pourquoi Bérénice faisait-elle tout cela? Était-ce seulement pour l'argent, pour le pouvoir, ou y avait-il quelque chose de plus profond, de plus perturbant, motivant cette cruauté méticuleuse? Clara était certaine que la réponse était gardée quelque part, et elle était déterminée à la trouver, même si cela signifiait entrer dans des territoires de plus en plus dangereux, même si cela signifiait se placer directement sur le chemin d'une femme qui, comme Madame Madeleine l'avait prévenue, était bien plus dangereuse que ce que quiconque pouvait imaginer. Elle ferma les yeux et respira profondément. Demain, elle continuerait ses recherches. Demain, elle chercherait ses preuves définitives, car maintenant, elle ne faisait plus cela seulement pour la sœur de Julien ou pour la famille éloignée. Elle le faisait pour Madame Sophie, pour Martine, pour Madame Madeleine et pour tous ceux qui vivaient prisonniers dans cette toile. Et surtout, elle le faisait pour Julien. Un homme qui avait été lentement détruit, jour après jour, par quelqu'un qui était censé l'aimer. Un homme qui avait désespérément besoin de se réveiller à la réalité avant qu'il ne soit trop tard. Clara s'endormit avec une détermination renouvelée. Elle savait que les jours suivants apporteraient des risques plus grands.
Elle savait qu'elle entrait dans un jeu dangereux contre une adversaire implacable, mais quelque chose avait changé en elle depuis son arrivée dans ce manoir. Elle n'était plus seulement une enquêtrice accomplissant un travail. Elle était devenue le témoin de quelque chose de bien plus vaste, de bien plus troublant. Et chaque histoire qu'elle entendait, chaque larme qu'elle voyait, chaque moment d'humiliation dont elle était témoin, nourrissait une détermination qui allait au-delà du devoir professionnel. Elle pensa à toutes les personnes qu'elle avait rencontrées au cours de sa vie, des personnes qui avaient vécu des années dans des relations destructrices, prisonnières par peur, honte ou dépendance émotionnelle. Des personnes qui s'étaient perdues peu à peu, jour après jour, jusqu'à devenir les ombres de ce qu'elles furent autrefois. Et elle pensa à elle-même, aux fois où elle aussi s'était sentie petite, invisible, indigne, aux cicatrices qu'elle portait cachées sous une apparence ordinaire, au moment où la peur l'avait presque complètement paralysée. Mais elle ne reculerait pas. Elle ne le pouvait pas. Car maintenant qu'elle avait vu la vérité, elle ne pourrait plus feindre de ne pas savoir. Et tant qu'il y aurait une chance de libérer ces personnes, elle continuerait à se battre. Elle continuerait à enquêter. Elle continuerait à rassembler chaque fragment de preuve jusqu'à en avoir assez pour faire s'écrouler cet empire de mensonges. Même si cela signifiait affronter ses propres peurs, même si cela signifiait exposer ses propres secrets. Car Clara savait, au fond de son cœur, que cette bataille n'était pas seulement pour Julien ou sa famille. C'était pour toutes les victimes silencieuses de personnes comme Bérénice. C'était pour toutes les fois où la peur l'avait emporté sur le courage. C'était pour toutes les vérités cachées derrière de faux sourires et des manoirs luxueux. C'était pour chaque personne qui avait un jour dû choisir entre la sécurité du mensonge et le risque de la vérité. Et Clara, allongée dans ce lit étroit dans la chambre de service d'un manoir où la peur gouvernait comme un fantôme invisible, fit son choix. Elle choisit la vérité. Elle choisit la lutte. Elle choisit de croire que, même contre une adversaire aussi puissante et cruelle que Bérénice, il y avait encore de l'espoir. Et Clara était prête à mettre ses vérités en lumière, quel qu'en soit le prix. L'opportunité se présenta le mardi matin. Bérénice sortit pour un déjeuner de charité dans le quartier de l'Étoile et, selon Madame Sophie, elle avait l'habitude de s'attarder au moins 4 heures lors de ces événements. Julien était en réunion dans le quartier de la Défense. Le manoir était silencieux, avec seulement les employés circulant discrètement dans les pièces. Clara savait que c'était le moment. Elle monta les escaliers, en essayant de contrôler la nervosité qui faisait battre son cœur à toute allure. Chaque pas sur la moquette épaisse semblait résonner à ses oreilles. Elle arriva devant la porte de la chambre du couple et regarda autour d'elle avant de tourner la poignée dorée. La chambre était immense et luxueuse. Un lit king-size dominait le centre, couvert de draps en soie beige. Il y avait un dressing plus grand que la chambre de Clara, avec des vêtements organisés par couleur et par saison. Les fenêtres donnaient sur les jardins de devant et la lumière du matin entrait doucement à travers les rideaux de lin. Clara commença par le bureau de Bérénice. Elle ouvrit les tiroirs avec précaution, examinant les documents, les cartes de visite, les agendas récents. Tout semblait parfaitement normal. Des correspondances mondaines, des invitations à des événements, des notes sur des rendez-vous. Rien qui ne révèle la véritable nature de la maîtresse de maison. Elle passa ensuite au dressing. Elle chercha parmi les vêtements coûteux, vérifia les étagères hautes, examina les boîtes de chaussures importées. Elle commençait à perdre espoir quand elle remarqua quelque chose d'étrange. Au fond du dressing, derrière une rangée de robes de soirée, il y avait une petite porte discrète, presque invisible, dans la paroi lambrissée. Clara écarta les robes et examina la porte. Elle n'avait pas de serrure, seulement un simple loquet. Elle respira profondément et l'ouvrit doucement, s'attendant à trouver un coffre-fort ou des documents importants. Ce qu'elle vit la laissa de glace. C'était un espace exigu, presque un placard secret. Et à l'intérieur, organisé avec un soin obsessionnel, des boîtes à chaussures étaient empilées. Mais Clara savait par instinct qu'elle ne contenait pas de chaussures. Elle prit la première boîte avec des mains tremblantes et l'ouvrit. Des photographies, des dizaines. Mais ce n'étaient pas des photos ordinaires de famille ou de voyage. C'étaient des images de personnes dans des moments de vulnérabilité complète. Des hommes en pleurs, des femmes avec des expressions de désespoir, des visages ravagés par la douleur émotionnelle. Et sur chaque photographie, capturée avec une précision cruelle, se trouvait le moment exact où cette personne s'effondrait. Clara feuilleta les images avec une horreur croissante.
Elle reconnut certains visages de magazines économiques et d'événements sociaux, des hommes d'affaires prospères, des figures publiques, des personnes qui semblaient avoir des vies parfaites. Mais ici, elles étaient enregistrées dans leurs pires moments, humiliées, défaites, détruites. Et au dos de chaque photographie, d'une écriture soignée, il y avait des notes, des dates, des noms et de petits commentaires qui faisaient se soulever l'estomac de Clara. Marc, septembre 2018. Cela a pris 6 mois. Il a pleuré comme un enfant quand il a découvert que l'entreprise était en faillite. Délicieux. Patricia, mars 2019. 4 mois. Elle a perdu la garde de ses enfants. L'expression sur son visage a été ma plus grande réussite jusqu'à présent. Clara s'agrippa au bord de l'étagère pour ne pas chanceler. Elle était devant une archive de destruction. Un registre méticuleux de vies ruinées. Et l'écriture était celle de Bérénice. Chaque mot, chaque commentaire sadique, chaque célébration de la souffrance d'autrui, tout était écrit avec la même élégance qu'elle utilisait pour rédiger des invitations de fête. Elle prit une autre boîte, plus de photographies, plus de victimes. Et puis elle trouva quelque chose d'encore plus perturbant. Un carnet relié en cuir avec les initiales BM, gravées en lettres d'or sur la couverture. Elle l'ouvrit avec des mains tremblantes. C'était un journal. Mais pas un journal ordinaire. C'était un manuel de manipulation. Un guide détaillé sur la façon dont Bérénice choisissait, étudiait et détruisait ses victimes. La première page datait d'il y a 8 ans. Clara commença à lire et sentit la nausée lui monter à la gorge. « Tout le monde a un point faible », écrivait Bérénice d'une calligraphie parfaite. « La clé est de le trouver. Pour certains, c'est l'argent. Pour d'autres, c'est l'amour-propre. Pour beaucoup, c'est la peur de l'abandon ou du rejet. Le secret est d'observer, d'étudier, de comprendre ce qui maintient cette personne en marche. Et ensuite, lentement, détruire précisément cela. » Clara continua de lire, page après page. Bérénice décrivait ses victimes avec une froideur clinique. Comment elle avait identifié les vulnérabilités, créé des situations de dépendance, semé des doutes et isolé chaque personne de ses systèmes de soutien. C'était un processus méthodique, calculé et complètement dépourvu d'empathie. Elle trouva une section entière dédiée à Julien. Le cœur de Clara s'emballa en lisant. Julien Durand, homme d'affaires prospère mais émotionnellement fragile après la faillite du projet Horizon. Il a perdu beaucoup d'argent et de confiance. Il est vulnérable. Parfait. Les pages suivantes documentaient, mois après mois, comment Bérénice avait conquis Julien. Non par amour, par stratégie. Chaque rencontre planifiée, chaque mot calculé, chaque geste de tendresse était une pièce sur un échiquier. Phase 1 terminée, confiance établie. Il croit que je suis la seule personne qui le comprend vraiment. Étape suivante, isolement. Clara lut avec une horreur croissante comment Bérénice décrivait ses méthodes. Comment elle semait des graines de méfiance concernant la famille de Julien. Comment elle créait des situations où ses amis semblaient égoïstes ou intéressés. Comment elle inventait des maladies et des crises émotionnelles au moment où Julien prévoyait des engagements sociaux. Et cela a fonctionné parfaitement, écrivait Bérénice. En 2 ans, Julien a rompu avec tout le monde. La famille pense qu'il les a abandonnés. Les amis croient qu'il a changé. Mais la vérité est que j'ai simplement supprimé toutes les autres influences. Maintenant, il n'a que moi. Il ne dépend que de moi. Et cela me donne un pouvoir absolu. Clara dut s'arrêter de lire un instant. Elle respira profondément, essayant de contrôler la colère qui brûlait dans sa poitrine. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était même pas de l'obsession. C'était du sadisme pur. Bérénice n'aimait pas Julien. Elle l'avait choisi comme cible, comme une expérience, comme une victime de plus dans sa collection macabre. Elle continua de feuilleter le journal et trouva quelque chose qui la fit s'arrêter net. Une section marquée d'un post-it rouge. Le titre de la page était « Cas spéciaux ». Et là, décrite avec des détails perturbateurs, se trouvait le récit d'une tragédie qui s'était produite dans la famille de Julien 3 ans plus tôt. Sébastien Durand, cousin de Julien. Homme d'affaires prometteur, marié à Isabelle. Il avait tout, jusqu'à ce qu'il me rencontre. Clara se souvint vaguement avoir entendu la sœur de Julien mentionner un cousin qui avait traversé des moments difficiles, des années auparavant. Mais elle n'avait jamais connu les détails. Et maintenant, en lisant les mots de Bérénice, elle comprenait pourquoi. « Sébastien a été mon projet le plus ambitieux jusqu'alors », écrivait Bérénice. «
Cela a pris presque une année entière. Mais j'ai réussi. J'ai détruit son mariage, son entreprise, sa réputation. Et le mieux, c'est que personne n'a jamais su que c'était moi. Tous ont cru qu'il avait simplement fait un burn-out, qu'il n'avait pas supporté la pression. Clara sentit des larmes brûler ses yeux. Bérénice n'avait pas seulement détruit Julien. Elle avait déjà détruit une autre personne de la même famille auparavant, et personne ne s'en était rendu compte. Personne n'avait relié les points, jusqu'à maintenant. Elle continua de lire, découvrant comment Bérénice s'était approchée de Sébastien des années plus tôt, utilisant une autre identité, créant des situations qui l'avaient mené à prendre des décisions désastreuses dans ses affaires. Comment elle avait semé de fausses preuves qui avaient détruit son mariage. Comment elle avait orchestré sa chute sociale. Et quand elle en avait fini avec Sébastien, elle avait simplement disparu de sa vie et était réapparue des années plus tard comme la sauveuse de Julien. Personne n'avait fait le lien. Les familles ne se parlaient plus beaucoup, et Bérénice utilisait des noms différents à des moments différents. Clara referma le journal, les mains tremblantes. Elle tenait entre ses mains la preuve définitive que Bérénice n'était pas seulement une épouse cruelle. C'était une prédatrice systématique, quelqu'un qui choisissait ses victimes, étudiait leur vulnérabilité et les détruisait méthodiquement. Et elle le faisait non par nécessité ou gain financier, elle le faisait par plaisir, par pouvoir, pour la satisfaction sadique de briser des vies. Elle devait tout photographier. Elle prit son téléphone et commença à prendre des photos de chaque page importante du journal, de chaque photographie perturbante. Mais elle était si concentrée qu'elle n'entendit pas les pas approcher dans le couloir. La porte de la chambre s'ouvrit. Clara se figea. Elle se tourna lentement et vit Bérénice debout à l'entrée, un sac de course à la main et un sourire glacé sur les lèvres. Le silence qui s'installa entre elles était dense, chargé de danger. « Tu cherches quelque chose de spécifique, Clara ?» La voix de Bérénice était calme, presque polie, mais ses yeux avaient cet éclat prédateur que Clara avait appris à reconnaître. Elle essaya de penser à une excuse, mais savait que c'était inutile. Elle tenait le journal entre ses mains. Les photographies étaient éparpillées autour d'elle. Il n'y avait aucun moyen de nier, aucun moyen de feindre. Bérénice entra dans la chambre d'un pas lent et délibéré. Elle posa son sac sur le lit sans quitter Clara des yeux, puis elle croisa les bras et inclina la tête comme si elle étudiait un insecte intéressant. « Tu sais, je commençais à me méfier de toi, » dit Bérénice, très observatrice, très attentive, très courageuse pour défendre Madame Sophie l'autre jour. Ce n'est pas le comportement typique d'une simple femme de ménage. Clara serra le journal avec force. Elle savait qu'elle était en danger. Elle savait que Bérénice n'hésiterait pas à la détruire comme elle en avait détruit tant d'autres. Mais une partie d'elle, la partie qui avait décidé de se battre quel qu'en soit le prix, refusa de montrer de la peur. « Qui t'a envoyé ici ?» La question de Bérénice coupa le silence. « La famille de Julien, ils n'abandonnent jamais, n'est-ce pas? Toujours à essayer de m'écarter du chemin, comme s'ils étaient des saints, comme s'ils se souciaient vraiment de lui. » Clara ne répondit pas. Elle se contentait d'observer, calculant ses options. La porte était bloquée par Bérénice. Les fenêtres donnaient sur le 2e étage. Il n'y avait pas de sortie facile. Bérénice fit un pas de plus en avant. « Tu dois te sentir très courageuse maintenant. Tu penses avoir découvert mon grand secret. Tu penses que tu vas sauver ce pauvre Julien. Mais laisse-moi te dire quelque chose que tu n'as pas encore compris. » Elle s'arrêta à quelques centimètres de Clara. Même sans élever la voix, sa présence était intimidante. Julien ne veut pas être sauvé. Il est exactement là où il veut être, à mes côtés, dépendant de moi. Parce que je lui ai donné quelque chose que personne d'autre n'a réussi à lui donner. Une acceptation totale, un amour inconditionnel, ou du moins, c'est ce qu'il croit. Clara finit par trouver sa voix. Vous ne l'aimez pas. Ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle. C'est de la manipulation. C'est de la cruauté déguisée en soin. Bérénice sourit, mais c'était un sourire sans chaleur. Et qui es-tu pour juger? Une espionne infiltrée dans ma maison. Quelqu'un qui ment tous les jours sur qui elle est vraiment. Au moins, je suis honnête sur mes intentions. Avec Julien? Non. Mais avec moi-même? Toujours. Elle arracha le journal des mains de Clara d'un mouvement rapide. Tu dois penser à aller voir Julien maintenant. Lui montrer le journal. Tout révéler. Mais laisse-moi te poser une question. Penses-tu vraiment qu'il va te croire? Une employée qu'il connaît depuis 2 semaines? Contre moi, l'épouse qui est à ses côtés depuis 4 ans? Clara sentit un froid dans le dos,
parce qu'elle savait que Bérénice avait raison. Julien était si conditionné et si manipulé qu'il rejetterait probablement toute preuve contredisant l'image qu'il avait de Bérénice. « Tu sais ce que je vais faire ?» Bérénice rangea le journal dans sa cachette. « Je ne vais pas t'expulser. Je ne vais pas crier. Je ne vais pas faire de scène. Je vais te laisser rester. Parce que te détruire sera beaucoup plus intéressant si c'est fait lentement. Et je sais déjà exactement comment. » Elle s'approcha encore plus, envahissant complètement l'espace personnel de Clara. « J'ai découvert certaines choses sur toi pendant que j'étais sortie. J'ai passé quelques appels. J'ai discuté avec les bonnes personnes. Et tu sais ce que j'ai trouvé ?» Le cœur de Clara s'emballa. « Tu n'es pas celle que tu prétends être, » continua Bérénice avec ce sourire cruel. « Et tu as tes propres secrets. Des secrets que tu ferais n'importe quoi pour garder cachés. Alors voici ce qui va se passer. Tu vas continuer à travailler dans cette maison. Tu vas continuer à faire semblant. Et si tu essaies de révéler quoi que ce soit sur moi à Julien ou à qui que ce soit, je révélerai tout sur toi. Chaque détail, chaque mensonge, chaque honte que tu portes. » Clara essaya de ne pas montrer la panique qu'elle sentait monter. Comment Bérénice avait-elle pu découvrir? Que savait-elle exactement? Bérénice s'écarta et se dirigea vers la porte. « Bienvenue dans le jeu, Clara. Ou devrais-je t'appeler par ton vrai nom ?» Elle laissa la question suspendue dans l'air et sortit de la chambre, laissant Clara seule avec le poids écrasant de la réalisation qu'elle avait complètement sous-estimé son adversaire. La guerre avait commencé. Et Bérénice venait de montrer qu'elle savait jouer bien mieux que Clara ne l'imaginait. Les jours qui suivirent furent les plus tendus que Clara eût jamais vécus. Bérénice ne fit rien d'explicite. Elle ne l'affronta pas publiquement. Elle ne révéla pas ses découvertes. Mais la menace planait dans l'air comme un nuage lourd, présente dans chaque regard échangé, dans chaque rencontre fortuite dans les couloirs du manoir. Clara continuait à travailler, essayant de maintenir l'apparence de la normalité. Mais elle sentait les yeux de Bérénice sur elle constamment, observant, étudiant, planifiant. Et puis commencèrent les provocations subtiles. Le jeudi matin, alors que Clara rangeait le salon, Bérénice entra avec un magazine de beauté à la main. Elle s'assit sur le canapé avec une élégance étudiée et commença à feuilleter les pages, commentant à voix haute. « Regarde un peu ces nouveaux traitements capillaires, » dit-elle comme si elle se parlait à elle-même. C'est impressionnant comme la médecine esthétique a évolué. De nos jours, n'importe qui peut avoir des cheveux parfaits, même ceux qui sont nés avec des problèmes, même ceux qui ont subi des traumatismes. La voix avait un ton décontracté, mais Clara sentit la pointe intentionnelle dans les mots. Elle s'arrêta de ranger les coussins et regarda Bérénice. La patronne sourit doucement et continua. « J'ai connu une femme une fois qui avait une condition rare. Elle avait perdu tous ses cheveux enfant. Elle portait des perruques si parfaites que personne ne s'en doutait jamais. Mais imagine le poids de porter ce secret tous les jours, la peur constante d'être découverte. » Clara sentit son sang se glacer dans ses veines. Bérénice savait, d'une manière ou d'une autre, elle avait découvert son secret le plus profond, la cicatrice qu'elle portait depuis l'âge de 8 ans, quand un terrible accident l'avait laissée sans les cheveux qui ne repoussèrent jamais. La honte qui la poursuivait comme une ombre. L'humiliation qu'elle avait subie à l'école, quand des camarades cruels avaient arraché son foulard devant tout le monde et transformé sa douleur en spectacle. Le traumatisme qui avait façonné qui elle était, qui lui avait appris à se cacher, à construire des couches de protection, à ne jamais faire totalement confiance à personne. Elle se souvint des années difficiles, des nuits à pleurer dans la salle de bain, du miroir qu'elle évitait de regarder, des questions constantes des inconnus, des offres bien intentionnées mais douloureuses de traitements miraculeux. Et enfin, à 13 ans, quand elle obtint sa première perruque de qualité et sentit, pour la première fois depuis des années, qu'elle pourrait peut-être se fondre dans la masse, qu'elle pourrait peut-être être juste une personne ordinaire de plus dans la foule. Mais la peur ne l'avait jamais quittée complètement. La peur d'être découverte, la peur que quelqu'un tire sur ses cheveux et révèle la vérité, la peur de l'intimité, de la proximité, de toute situation où son secret pourrait être exposé. Cette peur avait façonné ses choix de vie, ses relations, sa carrière. Et maintenant, Bérénice avait trouvé précisément cette blessure et était prête à l'ouvrir devant le monde entier. Bérénice ferma le magazine et regarda directement Clara. « Ce doit être terrible de vivre dans la peur que quelqu'un découvre qui tu es vraiment. Ou plutôt, ce que tu caches vraiment. » Elle se leva et sortit de la pièce, laissant Clara les jambes tremblantes et le cœur battant à tout rompre. À partir de ce jour, les provocations s'intensifièrent,
Bérénice commença à faire des commentaires sur les cheveux pendant le dîner, toujours quand Clara était à proximité pour servir. Elle parlait de l'importance de l'apparence, de la façon dont les gens jugeaient sur des détails physiques. Elle mentionnait des cas d'exposition publique, de secrets révélés dans des moments embarrassants. Chaque mot était un coup de poignard calculé. Clara savait que Bérénice jouait avec elle comme un chat joue avec une souris avant de la dévorer. Et le pire était de ne pas pouvoir réagir, de ne pas pouvoir crier, de ne pas pouvoir accuser, car le faire reviendrait à admettre que les provocations fonctionnaient. Ce serait remettre à Bérénice le pouvoir total. Une nuit, alors qu'elle organisait le dressing de Bérénice dans le cadre de ses fonctions, Clara trouva une nouvelle boîte, différente des autres. En l'ouvrant, elle vit qu'elle était remplie de photographies d'elle-même, des images prises secrètement pendant ses activités dans le manoir. Et parmi les photos, il y avait une page imprimée, un vieux document médical, son document, détaillant sa condition capillaire, détaillant l'accident qui avait changé sa vie. Les mains de Clara tremblèrent en tenant ce papier. Bérénice ne se contentait pas de savoir, elle avait des preuves, elle avait de la documentation. Et elle mettait un point d'honneur à montrer qu'elle pouvait la détruire à n'importe quel moment. Le lendemain matin, Bérénice appela Clara pour un entretien privé dans le bureau. Julien était sorti pour une réunion, et la maison était silencieuse. Clara entra dans la pièce avec l'impression de marcher vers un piège. Bérénice était assise derrière le bureau en acajou, les mains entrelacées, et ce sourire froid que Clara avait appris à craindre. « Assieds-toi », dit-elle en désignant la chaise en face d'elle. Clara obéit, gardant une posture droite malgré la peur qu'elle ressentait. « Parlons comme deux femmes intelligentes », commença Bérénice. « Tu sais ce que j'ai sur toi, je sais ce que tu as découvert sur moi. Nous sommes dans une impasse intéressante. Mais voici la différence fondamentale entre nous. Je n'ai rien à perdre. Ma vie, mon mariage, ma position sociale, tout est en sécurité. Mais toi, » Clara sentit le poids de ce nom dans la bouche de Bérénice. « Toi, tu as tout à perdre. » Elle se pencha en avant, les yeux fixés sur elle. « Si tu essaies d'exposer mon journal, je nie tout simplement. Julien ne te croira jamais. Il pensera que c'est une invention. Une manipulation de sa famille pour nous séparer. Et ensuite, je révèle qui tu es vraiment. Je raconte à tous tes mensonges. Comment tu t'es infiltré dans ma maison avec une fausse identité. Et comme touche finale, j'expose ton secret le plus intime devant tout le monde. » Clara serra les poings, luttant pour ne pas montrer la terreur qu'elle ressentait. « Imagine la scène, » continua Bérénice avec un plaisir évident. « Une fête, des personnes importantes, des photographes, et soudain, devant tout le monde, ton secret est révélé. Ce que tu as caché toute ta vie, ce qui te fait te sentir moins que rien, ce qui t'a fait subir du harcèlement à l'école. Tout exposé, tout transformé en spectacle. » Elle se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. « J'ai des relations, Clara. Je peux faire de ta vie un enfer. Je peux garantir que chaque fois que tu chercheras un emploi, les gens sauront qui tu es. Je peux transformer ton existence en une honte publique perpétuelle. Ou, » elle se tourna avec un sourire, « tu peux simplement partir, abandonner cette enquête ridicule, laisser Julien et moi en paix, et ton secret meurt avec moi. » Clara finit par trouver sa voix, même si elle était tremblante. « Et les autres victimes, les personnes que vous avez détruites, Sébastien, tous ceux enregistrés dans votre journal ?» Bérénice haussa les épaules. « Des choix qu'ils ont faits, des faiblesses qu'ils avaient. Je n'ai fait que les exposer. J'ai seulement montré qui ils étaient vraiment quand la pression montait. Je ne suis pas responsable de la fragilité d'autrui. » Clara ressentit de la nausée. Elle était face à quelqu'un de complètement dépourvu d'empathie. Quelqu'un qui voyait les gens comme des objets, comme des défis, comme des jouets jetables. « Tu as 24 heures pour décider, » dit Bérénice en retournant derrière son bureau. « Soit tu pars en silence, soit je commence à construire ta destruction publique. Et crois-moi, ce sera méticuleux, ce sera dévastateur, ce sera quelque chose que tu n'oublieras jamais. » Clara sortit du bureau les jambes flageolantes. Elle s'enferma dans sa chambre et, pour la première fois depuis son arrivée dans ce manoir, s'autorisa à pleurer. Pas seulement de peur, mais par la frustration d'être si proche de la vérité et pourtant si impuissante. Elle pensa à toutes les victimes de Bérénice, à Sébastien, qui n'avait probablement jamais su pourquoi sa vie s'était effondrée, à Julien, qui vivait un mensonge en pensant être aimé, à Madame Madeleine, droguée pour ne pas pouvoir témoigner, à tous les employés qui tremblèrent de peur chaque jour, et elle pensa à elle-même.
à la petite fille de 8 ans qui s'était réveillée à l'hôpital après l'accident et avait découvert qu'elle n'aurait plus jamais de cheveux, au rire cruel des camarades d'école, aux larmes versées devant le miroir, au jour où, à 13 ans, elle avait obtenu sa première perruque et senti qu'elle pourrait peut-être être normale à nouveau. Mais elle se souvint aussi du jour où elle avait décidé qu'elle ne laisserait pas cela la définir, qu'elle ne permettrait pas à la honte de gagner, qu'elle trouverait des moyens de vivre malgré la peur constante de l'exposition. Et maintenant, 20 ans plus tard, elle était de retour à ce même endroit, confrontant la peur d'être vue, d'être jugée, d'être humiliée publiquement. Clara essuya ses larmes et respira profondément. Elle avait un choix à faire, et elle savait que, peu importe ce qu'elle déciderait, rien ne redeviendrait jamais comme avant. Cette nuit-là, elle ne put dormir. Elle resta allongée dans son lit, regardant le plafond, pesant ses options. Elle pouvait abandonner, partir, protéger son secret et essayer d'oublier tout ce qu'elle avait découvert. Ce serait le choix le plus sûr, le choix qui protégeait sa propre paix. Mais elle pensait alors à Julien, à la façon dont il se courbait quand Bérénice était proche, à l'éclat éteint dans ses yeux, à la vie qui lui avait été volée peu à peu, jour après jour, sans qu'il s'en aperçoive. Et elle pensait à toutes les personnes que Bérénice détruirait à l'avenir. Car les femmes comme elle ne s'arrêtent pas. Elles ne ressentent pas de remords. Elles continuent simplement à chasser, à détruire, à collectionner les victimes comme des trophées. L'aube se leva sans que Clara ne fût parvenue à une décision. Elle se leva fatiguée et commença sa routine habituelle. Mais tout au long de la journée, elle sentit le poids de l'ultimatum sur ses épaules. Bérénice l'observait de loin. Elle ne disait rien. Elle souriait simplement, ce sourire qui disait qu'elle savait déjà quel serait le choix de Clara, qu'elle avait déjà gagné, que la peur gagne toujours. Ce fut pendant le dîner que quelque chose changea. Clara servait la table quand elle entendit Julien mentionner un vieil ami, Thierry, le même qui apparaissait sur cette vieille photographie. Julien commentait d'une voix mélancolique que les vieux temps lui manquaient, qu'il pensait parfois à appeler Thierry. Bérénice intervint immédiatement de sa voix douce et venimeuse. « Mais mon chéri, tu sais que Thierry t'a déçu. Tu te souviens quand il n'est pas venu à ton anniversaire, quand il a dit du mal de toi à d'autres chefs d'entreprise. Certaines amitiés ne méritent pas d'être maintenues. » Clara vit l'expression de Julien changer, le doute planté, le souvenir déformé, et elle réalisa qu'elle était témoin en temps réel de la manipulation en cours. Bérénice ne sciait même pas pendant qu'elle réécrivait la réalité dans l'esprit de son mari. C'est à ce moment-là que Clara prit sa décision. Elle n'allait pas partir, elle n'abandonnerait pas. Car si elle reculait maintenant, Bérénice continuerait à détruire des vies. Elle continuerait à isoler, manipuler, briser des gens. Et Clara serait complice par omission. Elle savait ce que cela signifiait. Cela signifiait que Bérénice mettrait ses menaces à exécution. Cela signifiait que son secret serait exposé. Cela signifiait affronter précisément ce qu'elle craignait le plus depuis l'enfance. Mais cela signifiait aussi donner une chance à Julien, donner une voix à toutes les victimes silencieuses, empêcher que plus de personnes ne souffrent aux mains de cette prédatrice. Cette nuit-là, Clara chercha Madame Sophie. Elle lui raconta tout. Elle lui montra les photos qu'elle avait prises du journal avant d'être surprise. Elle expliqua qui était réellement Bérénice, et elle demanda de l'aide. Madame Sophie, les larmes aux yeux, accepta. 15 ans d'humiliation avaient créé en elle une colère silencieuse qui trouvait enfin un canal. Elle connaissait d'autres anciens employés, des personnes qui avaient travaillé pour Bérénice dans des emplois précédents, des personnes qui avaient des histoires à raconter, des personnes qui avaient été licenciées sans explication, des personnes qui portaient encore les cicatrices émotionnelles d'avoir travaillé sous ses ordres. Ensemble, elles commencèrent à rassembler des témoignages. Elles commencèrent à relier les points que Bérénice avait éparpillés pendant des années, essayant d'effacer les traces, construisant des identités différentes pour chaque phase de sa vie prédatrice. Elles commencèrent à monter un dossier qui ne pourrait être nié. Un schéma si clair, si méticuleux, qu'il serait impossible de l'écarter comme une coïncidence ou une mauvaise interprétation. Clara savait que Bérénice ne tarderait pas à le découvrir. Elle savait que les représailles seraient brutales. Mais elle avait décidé que certaines batailles devaient être menées, même quand le coût personnel était dévastateur. Même quand cela signifiait exposer précisément ce qu'elle craignait le plus au monde. Car parfois, pensa Clara en travaillant tard dans la nuit pour rassembler des preuves,
Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est la décision d'agir malgré elle. C'est choisir de protéger les autres, même quand cela signifie s'exposer soi-même. Et Clara avait fait son choix. Elle ne reculerait plus. Peu importe ce que ferait Bérénice, peu importe l'ampleur publique ou l'humiliation de l'exposition, la guerre était déclarée. Et cette fois, Clara se battrait jusqu'au bout. La nouvelle de la fête arriva 3 jours plus tard. Bérénice annonça pendant le petit déjeuner qu'elle organiserait un événement grandiose dans le manoir. Une célébration en l'honneur des 4 ans de mariage avec Julien. Elle inviterait des chefs d'entreprise, des journalistes, des figures influentes de la société parisienne. Ce serait une nuit mémorable, dit-elle avec ce sourire que Clara avait appris à décrypter. Mémorable pour les mauvaises raisons. Clara savait que cette fête n'était pas une célébration, c'était un piège. Bérénice avait décidé que le temps des jeux subtils était terminé, et elle avait choisi le cadre parfait pour la destruction publique qu'elle avait promise. Les préparatifs commencèrent immédiatement. Des décorateurs envahissaient le manoir quotidiennement, transformant chaque pièce en un décor de luxe exagéré. Des fleurs étaient importées de la vallée de la Loire, des arrangements élaborés qui coûtaient plus cher que le salaire mensuel de n'importe quel employé. Un traiteur de renom fut engagé, célèbre pour s'occuper des mariages de célébrités et des événements d'entreprises milliardaires. Tout devait être impeccable, tout devait impressionner, tout devait démontrer le pouvoir et le contrôle absolu de Bérénice sur cet univers. La liste des invités était soigneusement sélectionnée. Ce n'étaient pas seulement des amis ou des connaissances, c'étaient des témoins, des personnes influentes qui répandraient tout événement de cette nuit dans toute la société parisienne, des journalistes de rubriques mondaines, des photographes de magazines importants, des hommes d'affaires qui traitaient avec Julien. Chaque invitation était une pièce sur l'échiquier de Bérénice, car la fête n'était pas seulement à propos du mariage, c'était à propos du pouvoir, c'était à propos de montrer un contrôle absolu, c'était à propos de créer la scène parfaite pour la destruction qu'elle avait promise. Pendant que le manoir se transformait en une scène luxueuse, Clara et Madame Sophie travaillaient dans l'ombre. Elles réussirent à contacter 3 anciens employés de Bérénice. Chacun avait des histoires similaires, des humiliations constantes, des licenciements soudains sans explication, et la sensation persistante que quelque chose n'allait pas du tout dans cette maison. L'un des témoignages fut particulièrement révélateur. Une ancienne gouvernante nommée Nathalie, qui avait travaillé pour Bérénice avant son mariage avec Julien. Nathalie raconta comment Bérénice créait souvent des situations impossibles juste pour avoir une excuse pour punir les employés. Comment elle inventait des objets perdus et accusait les bonnes de vol. Comment elle aimait voir les gens supplier pour leur emploi, pleurer, s'humilier. Et elle avait toujours ce carnet, raconta Nathalie d'une voix tremblante. Elle notait des choses sur nous tous, nos peurs, nos faiblesses, nos secrets. Une fois, je l'ai entendu dire au téléphone que chaque personne était un puzzle, et qu'elle adorait découvrir exactement où appuyer pour que tout s'écroule. Clara enregistra chaque témoignage. Elle organisa les photographies du journal qu'elle avait réussi à obtenir. Elle rassembla des documents qui montraient le schéma de manipulation au fil des ans. Et elle réalisa qu'elle avait assez de matériel pour, au minimum, semer des doutes sérieux sur qui était réellement Bérénice. Mais Bérénice ne resta pas immobile. 2 jours avant la fête, Martine fut licenciée, sans préavis, sans justification claire. Elle fut simplement appelée au bureau et informée que ses services n'étaient plus nécessaires. La cuisinière quitta le manoir en larmes, portant un carton avec ses effets personnels. Clara comprit le message. Bérénice éliminait les témoins. Toute personne pouvant confirmer son comportement à l'intérieur de la maison était écartée systématiquement. Cette même nuit, Clara chercha Madame Madeleine. Elle devait s'assurer que la vieille dame était protégée. Elle trouva la dame plus confuse que jamais. Bérénice avait encore augmenté le dosage des médicaments, invoquant une nouvelle directive médicale. Madame Madeleine parvenait à peine à former des phrases complètes. Ses yeux étaient vitreux, sa parole traînante. Clara sentit la colère brûler dans sa poitrine. Elle prit la main de la dame et lui promit que tout changerait bientôt, que Bérénice ne pourrait plus continuer à faire cela. Madame Madeleine essaya de sourire, mais ce n'était qu'une ombre de la femme lucide que Clara avait rencontrée des semaines plus tôt. La veille de la fête, alors qu'elle supervisait la décoration, Bérénice appela Clara pour une discussion. Elles marchèrent jusqu'au jardin, loin des oreilles des décorateurs et des fournisseurs. « Demain sera un jour spécial »,
commença Bérénice d'une voix suave. Des personnes importantes seront ici. Des photographes, des journalistes. Tout sera enregistré, tout sera mémorisé. Elle s'arrêta devant une fontaine de marbre et regarda Clara. Tu as encore le temps de faire le bon choix. Tu peux partir maintenant. Tu peux disparaître de cette maison et de cette ville. Et j'oublie tout ce que j'ai découvert sur toi. Clara garda une expression neutre. Et si je reste? Bérénice sourit. Si tu restes demain soir devant tous les invités, je révélerai que tu es une imposture. Je raconterai que tu t'es infiltré dans ma maison avec une fausse identité. Et ensuite, en guise de bouquet final, je montrerai à tous qui tu es vraiment. Ce que tu caches réellement. Elle s'approcha de Clara jusqu'à ce qu'elle soit face à face. Et crois-moi, Clara, j'en ferai un spectacle inoubliable. Je ferai en sorte que tu te sentes exactement comme tu t'es senti à 8 ans, quand ces enfants cruels ont arraché ton foulard devant toute l'école. Clara sentit son estomac se nouer. Bérénice avait tout enquêté. Elle connaissait chaque détail de son traumatisme, et elle était prête à le recréer, à l'amplifier, à le transformer en divertissement public. Dernière chance, dit Bérénice en s'éloignant. Pars ou affronte les conséquences. Clara respira profondément et répondit d'une voix ferme. Je reste. Bérénice haussa les sourcils, une surprise authentique traversant son visage pendant une brève seconde. Puis elle sourit. Qu'il en soit ainsi. Demain, tu comprendras l'erreur que tu as commise. Cette nuit-là, Clara dormit à peine. Elle savait que le lendemain serait le jour le plus difficile de sa vie. Elle savait que Bérénice mettrait chaque mot de sa menace à exécution. Elle savait qu'elle serait humiliée, exposée, détruite devant des dizaines de personnes. Mais elle savait aussi qu'elle avait des preuves, elle avait des témoignages, elle avait des photographies du journal. Et elle avait Madame Sophie à ses côtés, prête à témoigner de tout ce qu'elle avait vu en 15 ans. La question qui la tenait éveillée n'était pas de savoir si elle devait affronter Bérénice. C'était comment le faire de manière à ce que Julien finisse par y croire. Comment briser des années de conditionnement psychologique en une seule nuit? Comment faire voir la vérité à un homme si manipulé, alors qu'elle avait toujours été sous ses yeux? Elle se leva avant l'aube et alla à la fenêtre. Le manoir était silencieux, mais elle savait que dans quelques heures, il se transformerait en champ de bataille. Une scène où 2 femmes s'affronteraient. L'une luttant pour maintenir son empire de mensonges, l'autre luttant pour libérer tous les prisonniers de cet empire. Clara toucha ses cheveux, sentant la texture familière de la perruque. Pendant 20 ans, elle avait vécu dans la peur constante que quelqu'un découvre la vérité. Pendant 20 ans, elle s'était cachée derrière des couches de protection, construisant toute une vie autour de ce secret. Elle avait choisi des professions qui n'exigeaient pas trop de proximité physique. Elle avait évité les relations intimes qui auraient pu l'exposer. Elle avait toujours vécu avec de la retenue, calculant toujours les risques, craignant toujours que quelqu'un ne tire sur ses cheveux et ne révèle la vérité qui la définissait depuis l'enfance. Mais aujourd'hui, dans quelques heures, elle devrait faire le contraire. Elle devrait s'exposer volontairement. Elle devrait transformer sa plus grande honte en un acte de courage. Elle devrait révéler ce qu'elle avait toujours caché et, d'une manière ou d'une autre, l'utiliser non pas comme une faiblesse mais comme une force. Elle pensa à toutes les victimes de Bérénice, à Sébastien, dont la vie avait été détruite des années plus tôt, à Julien qui vivait comme un prisonnier émotionnel, à Madame Madeleine, délibérément embrouillée par des médicaments, à chaque employé qui avait tremblé de peur en travaillant dans cette maison. Et elle pensa à elle-même, à la petite fille qui avait subi du harcèlement, à l'adolescente qui avait pleuré en cachette, à la femme qui avait construit des couches et des couches de protection pour ne plus jamais se sentir vulnérable. Mais la vulnérabilité, réalisa Clara alors que le soleil commençait à se lever, n'était pas une faiblesse, c'était du courage. C'était la disposition à se montrer entière, avec toutes ses failles, toutes ses cicatrices, toutes ses imperfections. Et parfois, c'était la seule façon de vaincre quelqu'un qui utilisait les secrets comme des armes. Le jour de la fête se leva clair et ensoleillé. Le manoir fourmillait d'activités. Les employés couraient d'un côté à l'autre. Le traiteur dressait des tables élaborées. Les musiciens accordaient leurs instruments. Tout était préparé pour paraître parfait. Bérénice circulait dans la maison en robe de créateur et bijoux coûteux, supervisant chaque détail. En croisant Clara dans le couloir, elle sourit avec une fausse douceur et dit tout bas « Es-tu prête pour tes débuts ?» Clara ne répondit pas. Elle continua simplement à travailler, aidant aux préparatifs, attendant le moment opportun. Julien passa la journée au bureau,
étranger à tout cela. Il semblait fatigué, distant, comme toujours. Bérénice s'assura qu'il n'interagisse pas trop avec les préparatifs. Elle dit qu'elle voulait le surprendre. Et lui, conditionné à lui faire aveuglément confiance, accepta sans poser de questions. L'après-midi, les premiers invités commencèrent à arriver. Des chefs d'entreprise dans des costumes italiens sur mesure, des mondains dans des robes de créateurs réservées des mois à l'avance, des journalistes avec des caméras discrètes mais puissantes, prêtes à capturer chaque moment digne d'intérêt. Tous circulaient dans les jardins illuminés par des centaines de lumières stratégiquement positionnées, buvant du champagne français, servi dans des coupes en cristal, et admirant la décoration qui avait transformé le manoir en un décor de conte de fées, ou de cauchemar selon le point de vue. Des conversations superficielles remplissaient l'air, des rires polis, des compliments à l'hôtesse, des commentaires sur la beauté de la décoration. Personne ici n'imaginait qu'ils étaient sur le point de témoigner de quelque chose de bien au-delà d'une simple célébration d'anniversaire de mariage. Personne ne soupçonnait que cette nuit deviendrait inoubliable pour les mauvaises raisons. Clara observait de loin, vêtue de son uniforme simple d'employé, tranchant complètement avec le luxe environnant. Elle savait qu'elle serait bientôt appelée. Elle savait que Bérénice attendait juste le moment parfait, le moment où tous seraient réunis, quand l'audience serait maximale, quand l'impact de l'humiliation pourrait être amplifié à l'extrême, le moment où il y aurait assez de photographes pour garantir que tout serait documenté et diffusé. Car Bérénice ne faisait rien à moitié. Quand elle détruisait quelqu'un, elle en faisait un spectacle. Et cette nuit serait son chef-d'œuvre. Madame Sophie trouva Clara près de la cuisine et lui prit la main. « Je suis avec toi », murmura la gouvernante. « Peu importe ce qui arrive, je témoignerai, je dirai la vérité. » Clara la remercia les yeux mouillés. Avoir quelqu'un à ses côtés, après avoir lutté seule si longtemps, signifiait plus qu'elle ne pouvait l'exprimer. La fête atteignit son apogée vers 21h. Le manoir était comble. La musique jouait doucement. Des conversations animées remplissaient l'air. Julien et Bérénice circulèrent parmi les invités, recevant des félicitations et posant pour des photos. Et alors, Bérénice fit un signe discret à l'un des serveurs. C'était l'heure. Clara fut appelée dans le grand salon. Elle sentit ses jambes trembler en marchant parmi les invités élégants. Tous la regardaient avec curiosité. Une simple employée convoquée au milieu d'une fête raffinée. Quelque chose allait se passer. Bérénice était au centre du salon, aux côtés de Julien, un micro à la main. Elle sourit quand Clara s'approcha. Un sourire victorieux, un sourire qui disait que le jeu était terminé. « Mesdames et messieurs », commença Bérénice d'une voix claire, « j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose d'important. Cette femme, désigna-t-elle Clara, s'est infiltrée dans ma maison il y a des semaines. Elle a menti sur son identité. Elle a inventé des références. Et elle l'a fait sur l'ordre de la famille de mon mari, qui n'a jamais accepté notre mariage. » Des murmures se répandirent parmi les invités. Julien regarda Clara avec confusion. Les photographes commencèrent à enregistrer la scène. « Mais ce n'est pas tout, » continua Bérénice, savourant chaque mot. « Cette femme vit un mensonge bien plus grand, quelque chose qu'elle cache à tous, quelque chose qui définit qui elle est vraiment. » Clara sentit son cœur s'emballer. Elle savait que le prochain mouvement de Bérénice serait dévastateur. Elle savait qu'elle était à quelques secondes de voir son secret le plus profond, exposé devant des centaines d'yeux curieux. Mais alors, avant que Bérénice ne puisse continuer, Clara fit quelque chose qui surprit tout le monde. Elle fit un pas en avant. Elle prit le micro des mains de Bérénice, et elle regarda la foule silencieuse avec des yeux qui, malgré la peur visible, brillaient de détermination. Car Clara avait réalisé quelque chose de fondamental. Si elle devait être exposée de toute façon, ce serait selon ses propres termes, pas comme une victime, mais comme une survivante. Pas cachée derrière la honte, mais debout, entière, prête à dire sa vérité. Et à ce moment-là, devant tous ces inconnus, Clara prit la décision la plus courageuse de sa vie. Elle décida d'arrêter de se cacher. « C'est vrai », commença Clara d'une voix ferme en tenant le micro. « Je me suis infiltrée dans cette maison. J'ai menti sur mon identité. J'ai été engagée par la famille de Julien parce qu'ils étaient désespérés. Parce que l'homme qu'ils aimaient avait disparu émotionnellement et que personne ne comprenait pourquoi. Le silence dans le salon était absolu. Tous les regards étaient fixés sur elle. Bérénice essaya de récupérer le micro, mais Clara s'écarta. « Et oui, » continua Clara, « je cache quelque chose que je porte depuis l'enfance.
quelque chose qui m'humilie profondément. Elle respira profondément et avant de pouvoir changer d'avis, elle porta ses mains à ses cheveux. Ce qui se passa ensuite sembla se dérouler au ralenti. Clara retira sa perruque d'un mouvement ferme. Elle la laissa tomber au sol, et elle resta là, debout devant des centaines de personnes, la tête complètement chauve, exposant la vulnérabilité qu'elle avait cachée toute sa vie d'adulte. Des exclamations étouffées parcoururent à la foule. Les appareils photos crépitèrent, mais Clara garda la tête haute. « J'ai subi un accident à l'âge de 8 ans, j'ai perdu mes cheveux, et ils n'ont jamais repoussé. J'ai passé mon enfance à être humiliée. J'ai passé mon adolescence à me cacher. Et j'ai passé ma vie d'adulte dans la peur que quelqu'un ne le découvre. » Sa voix trembla mais ne se brisa pas. « Bérénice a découvert mon secret, et elle a menacé de l'exposer précisément de cette façon, pour me détruire, pour me faire renoncer à révéler qui elle est vraiment. » Elle regarda directement Bérénice, dont le visage était pâle de surprise et de rage. « Mais j'ai décidé que je ne vivrai plus dans la peur. Je ne laisserai plus la honte me contrôler, et je ne permettrai pas à cette femme de continuer à détruire des vies. » Elle se tourna vers Julien qui était paralysé, regardant alternativement Clara et Bérénice avec une confusion totale. « Julien, tu dois savoir la vérité. Ton épouse n'est pas celle que tu penses, et j'ai des preuves. » Elle fit un signe. Madame Sophie surgit de la foule, tenant une tablette. Clara connecta l'appareil à un projecteur qui était préparé pour diffuser des photos de la fête. Mais au lieu d'images de la célébration, des pages du journal de Bérénice commencèrent à apparaître. La première image montrait la calligraphie élégante de Bérénice, décrivant Julien comme une cible. Tout le monde a un point faible. Julien est émotionnellement fragile après la faillite du projet Horizon. Parfait. Julien lut les mots projetés sur le mur. Son visage perdit peu à peu toute couleur. D'autres images apparurent, des pages et des pages documentant la manipulation systématique. Comment Bérénice avait délibérément isolé Julien, comment elle avait empoisonné ses relations avec sa famille, comment elle avait créé une dépendance émotionnelle calculée. « Ce n'est pas réel », dit Bérénice, trouvant enfin sa voix. « Ce sont des faux. Cette femme invente tout cela parce qu'elle a été engagée pour détruire notre mariage. » Mais Clara était préparée. Madame Sophie commença à parler, sa voix tremblante mais déterminée. « Je travaille dans cette maison depuis 15 ans. J'ai tout vu, la cruauté, les humiliations, les employés licenciés sans raison, la façon dont elle transforme la peur en pouvoir. » Elle regarda Bérénice avec des décennies de colère contenue. « Vous m'avez fait pleurer tous les jours, vous m'avez fait croire que j'étais incompétente, indigne, jetable, mais j'ai vu qui vous étiez vraiment. » D'autres voix se joignirent à elle. Nathalie, l'ancienne gouvernante, était parmi les invités. Elle avait été invitée à dessein par Clara. Elle se leva et commença à raconter son histoire. Comment Bérénice l'avait torturée psychologiquement des années plus tôt. Comment elle avait créé des situations impossibles juste pour avoir une excuse pour la punir. Et puis apparut quelqu'un qui fit régner un silence total dans le salon. Sébastien, le cousin de Julien, l'homme que Bérénice avait détruit des années plus tôt. Clara avait retrouvé Sébastien grâce au registre du journal. Elle l'avait contacté. Elle lui avait tout raconté. Et lui, après des années à essayer de comprendre pourquoi sa vie s'était effondrée, avait enfin des réponses. Et il était prêt à témoigner. « J'ai rencontré Bérénice il y a 6 ans, commença Sébastien d'une voix étranglée. Elle utilisait un autre nom de famille. Elle est apparue dans ma vie quand j'étais vulnérable. Elle a gagné ma confiance. Et ensuite, systématiquement, elle a détruit mon mariage, mon entreprise, ma réputation. Je n'ai jamais compris comment tout avait pu si mal tourner si vite, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à voir ces pages de son journal, jusqu'à réaliser que chaque désastre, chaque mauvaise coïncidence, chaque décision désastreuse que j'ai prise a été soigneusement orchestrée. » Julien regarda Bérénice avec des yeux qui voyaient enfin la vérité, et pour la première fois en 4 longues années, il la vit réellement, sans les filtres de la manipulation soigneusement construite, sans le conditionnement émotionnel qu'elle avait planté jour après jour, sans la brume de dépendance qui l'aveuglait. Il vit simplement qui elle était, une prédatrice, une menteuse, quelqu'un qui avait transformé son amour en piège et sa confiance en prison. « Bérénice, dit-il d'une voix brisée, dis-moi que ce n'est pas vrai, s'il te plaît. » Bérénice ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots ne vinrent pas, car il n'y avait pas d'excuse.
Il n'y avait pas d'explication qui puisse effacer les preuves projetées sur le mur, les pages de son propre journal, les témoignages de multiples victimes, la documentation méticuleuse d'années de prédation psychologique. Pour la première fois depuis que Clara l'avait rencontrée, Bérénice semblait petite, exposée, vulnérable. « Tu ne comprends pas », dit-elle enfin d'une voix basse. « Vous tous, avec vos vies parfaites, vos familles aimantes, vos connexions faciles. Je devais prouver que j'étais meilleur, que je pouvais contrôler, que je pouvais gagner, en détruisant d'autres personnes. » La voix de Julien était chargée de douleur. « Cela te faisait te sentir mieux, m'isoler de ma famille, me faire croire que j'étais seul. Tout n'était qu'un jeu pour toi ?» « Ce n'était pas un jeu, » répondit Bérénice, et pour la première fois, il y avait une émotion authentique dans sa voix. C'était de la survie, c'était du pouvoir, c'était la seule chose qui me donnait l'impression que je comptais. Julien secoua lentement la tête, puis il s'éloigna d'elle, physiquement, émotionnellement. Il brisa complètement la connexion qu'elle avait construite avec tant de soin pendant 4 ans. « Sors de chez moi, » dit-il d'une voix ferme, « maintenant. » La police fut appelée, non pas parce qu'il y avait un crime évident, mais pour s'assurer que Bérénice sorte sans causer plus de dommages. Elle fut escortée hors du manoir, tous les invités regardant en silence. La femme qui était entrée dans cette fête comme une hôtesse puissante en ressortait comme une figure défaite, exposée, dépouillée de tous les masques qu'elle portait. Quand les portes se refermèrent derrière elle, ce fut comme si le manoir entier pouvait respirer pour la première fois depuis des années. Julien chercha Clara parmi la foule. Elle était toujours là, sans sa perruque, vulnérable, mais debout. « Merci, » dit-il simplement. « Et pardon. Pardon pour tout ce que mon aveuglement a permis de laisser se produire dans cette maison. » Clara acquiesça. Elle n'avait pas besoin de plus de mots. Elle voyait dans ses yeux que l'homme que sa famille avait décrit revenait lentement. Cela prendrait encore du temps. Il aurait encore besoin de soutien. Mais pour la première fois depuis des années, Julien était libre. Les invités commencèrent à se disperser, certains choqués, certains émus, certains juste impatients de raconter l'histoire dont ils avaient été témoins. Mais Clara savait que cela n'importait pas. La vérité était exposée. Bérénice ne pourrait plus chasser en silence. Madame Sophie s'approcha de Clara et la serra dans ses bras. « Merci, » murmura-t-elle. « Merci d'avoir eu du courage quand aucun de nous n'en avait. » Dans les jours qui suivirent, beaucoup de choses changèrent dans l'hôtel particulier du 16e arrondissement. Julien renoua avec sa famille. Il appela Thierry et d'autres anciens amis. Il s'excusa. Il expliqua. Et lentement, il commença à reconstruire les ponts que Bérénice avait brûlés. Madame Madeleine, avec un dosage de médicaments corrigé par de vrais médecins, retrouva graduellement sa lucidité. C'est elle qui, un après-midi, appela Clara pour discuter. « Tu as transformé ta plus grande vulnérabilité en force, » dit la dame avec des yeux brillants. « C'est rare, c'est puissant. N'oublie jamais ce que tu as fait ici. » Clara visita le manoir quelques semaines plus tard, non plus comme employée, mais comme invitée. Elle portait toujours sa perruque au quotidien. Elle ressentait encore cette pointe de honte en pensant à sa condition. Mais quelque chose avait fondamentalement changé en elle. Elle avait découvert que le courage n'était pas l'absence de peur, c'était la décision d'agir malgré elle. C'était le choix de protéger les autres, même quand cela signifiait s'exposer soi-même. C'était comprendre que la vulnérabilité, lorsqu'elle était utilisée consciemment, pouvait être l'arme la plus puissante contre ceux qui tentaient de vous contrôler. Julien l'accueillit dans le salon. Il semblait différent. Ses épaules n'étaient plus voûtées. Ses yeux avaient retrouvé leur éclat. Il redécouvrait qui il était avant que Bérénice n'entre dans sa vie. « J'ai appris que Bérénice a été vue dans une autre ville, » commenta-t-il, essayant de recommencer avec une autre identité. Clara acquiesça. Elle avait entendu la même chose. Les femmes comme Bérénice changeaient rarement. Mais au moins maintenant, il y avait un dossier. Il y avait des témoignages. Il y avait un schéma documenté qui pourrait alerter de futures victimes. « Et toi ?» demanda Julien. « Comment vas-tu » Clara réfléchit un instant. « J'apprends. » répondit-elle honnêtement. « J'apprends que je n'ai pas besoin de porter la honte pour ce que je ne peux pas contrôler. J'apprends que les personnes qui comptent ne me jugeront pas sur mes vulnérabilités. J'apprends que parfois la seule façon de se libérer est d'arrêter de se cacher. » Julien sourit, un sourire sincère. « On dirait que nous apprenons tous les deux à vivre de nouveau. »
Clara quitta le manoir cet après-midi-là en ressentant quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. La paix. Pas la paix de celui qui a résolu tous ses problèmes, mais la paix de celui qui a affronté ses plus grandes peurs et a survécu. Elle savait qu'il y aurait encore des jours difficiles, il y aurait encore des moments d'insécurité, elle porterait encore les cicatrices de l'accident et du traumatisme qui avaient façonné sa vie. Mais elle savait aussi qu'elle était plus forte qu'elle ne l'imaginait, qu'elle avait du courage quand la situation l'exigeait, qu'elle pouvait choisir comment son histoire serait racontée. Et tandis qu'elle marchait dans les rues de Paris, sentant le soleil de l'après-midi sur son visage, Clara pensa à toutes les personnes qui vivaient encore prises dans des toiles invisibles, à tous ceux qui portaient de lourds secrets, à tous ceux qui se cachaient par peur du jugement, et elle fit une promesse silencieuse, qu'elle utiliserait son expérience pour aider les autres, qu'elle ne permettrait pas que son histoire se termine seulement par de la survie, qu'elle la transformerait en quelque chose de plus grand. Car parfois, pensa Clara, les batailles les plus importantes ne sont pas celles que nous menons pour les autres, ce sont celles que nous menons pour nous-mêmes, contre nos propres peurs, contre notre propre honte, contre les voix intérieures qui nous disent que nous ne sommes pas assez. Et quand nous gagnons ces batailles, quand nous décidons d'arrêter de nous cacher et de commencer à vivre pleinement, nous ouvrons la voie pour que d'autres fassent de même. L'hôtel particulier continua d'exister, mais ce n'était plus une prison. C'était juste une maison où des gens vivaient, travaillaient, et pour la première fois depuis longtemps, respiraient librement. Et Clara, la femme qui était entrée dans cette maison déguisée en femme de ménage, en sortait comme la personne qui avait libéré non seulement les autres, mais surtout elle-même. Car au final, la plus grande victoire n'avait pas été de vaincre Bérénice, ça avait été de vaincre la peur qui la contrôlait. Ça avait été de choisir la vérité plutôt que la cachette, ça avait été de décider que son histoire méritait d'être racontée selon ses propres termes. Et c'est peut-être là la leçon la plus importante de toutes. Peu importe la profondeur de nos secrets, le poids de nos hontes ou l'ampleur de nos peurs. Il y a toujours un choix. Il y a toujours du courage qui attend d'être découvert. Il y a toujours de la force cachée dans les endroits que nous considérons comme faibles. Clara regarda en arrière une dernière fois, voyant le manoir s'éloigner au loin, et elle sourit, car elle savait que cette maison, cet endroit qui avait représenté tant de peur et de souffrance, était aussi devenu l'endroit où elle avait trouvé quelque chose de précieux. Elle s'était trouvée elle-même, entière, vulnérable, courageuse, libre. Et cela, au final, valait chaque moment de terreur, chaque seconde d'exposition, chaque battement accéléré du cœur durant cette nuit inoubliable. Car la liberté, découvrit Clara, n'était pas de vivre sans peur, c'était de vivre malgré elle, et c'était une leçon qu'elle emporterait avec elle pour toujours. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Clara et son courage face à Bérénice